Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Eden. Salut, je m'appelle Jake. J'ai 22 ans et je vis à Asheville, en Caroline du Nord. Un soir, je suis dans mon salon, en train d'enchaîner les épisodes de ma série sur Netflix. Mon chat Eden était assis à côté de moi, ronronnant paisiblement. Vers 2 heures du mat', il a soudainement levé la tête, fixé un coin sombre de la pièce. Ses poils se sont hérissés et il a commencé à feuler, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Je me suis levé pour vérifier, mais je n'ai rien vu. Pourtant, Eden continue de fixer ce coin avec une intensité terrifiante. J'ai essayé de le calmer, mais il a fini par s'enfuir sous le canapé, refusant d'en sortir. J'ai donc continué ma série jusqu'à m'endormir. Le lendemain, j'avais limite oublié les événements de la veille. Mais Eden, lui, semblait toujours agité, évitant certains endroits de la maison, surtout le coin sombre du salon. Ce soir-là, j'ai entendu des bruits étranges, comme des pas légers ou des grattements. J'ai d'abord pensé que c'était Eden, mais il dormait à côté de moi. En inspectant la maison, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, mais une sensation de froid intense m'a envahi. J'ai tenté de rationaliser, peut-être un problème de climatisation, mais une voix intérieure me disait que quelque chose clochait vraiment. La troisième nuit a été la pire. Alors que je me préparais à aller me coucher, Eden a commencé à miauler frénétiquement en direction du couloir. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai allumé toutes les lumières, mais rien n'apparaissait. C'est alors que j'ai entendu un genre de grognement, faible mais clair, semblant provenir du coin sombre du salon. Mon cœur s'est affolé, et une sueur froide coulait le long de ma colonne vertébrale. J'étais tétanisé. Eden s'est enfui à toute vitesse, et après quelques minutes de sidération, je suis sorti et j'ai décidé de passer la nuit chez un ami. Le lendemain, j'ai contacté une équipe de chasseurs de fantômes. Ils sont venus avec tout leur équipement sophistiqué, caméra infrarouge, détecteur de mouvement, enregistreur audio, tout le bazar quoi. Après quelques heures d'investigation, ils ont capté des bruits étranges et une baisse soudaine de température dans le coin sombre du salon. Ces enregistrements audio ont révélé des murmures incompréhensibles, mais clairement humains. Les chasseurs de fantômes étaient perplexes. Ils ont confirmé une présence paranormale. Ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de faire appel à un médium. Cette personne a affirmé ressentir une présence spirituelle, forte et malveillante, coincée dans la maison. Selon elle, cette entité s'était attachée à Eden, utilisant son énergie pour se manifester. Le médium a effectué un rituel de purification. Et depuis ce jour, les choses semblent être redevenues normales. Eden est redevenu le chat détendu qu'il était, et je n'ai plus entendu de bruits étranges ou ressenti cette froideur terrifiante. Même si les événements semblent s'être calmés, je reste sur mes gardes. Eden évite toujours le coin sombre du salon, et moi aussi à vrai dire. J'ignore si cette entité est vraiment partie, ou si elle est simplement en sommeil. Mais j'avoue que je ne suis plus serein maintenant. Footing matinal. Je m'appelle Céline, j'ai 28 ans et j'habite à Lyon. Ce matin-là, comme d'habitude, je suis parti pour mon footing quotidien à l'aube. Courir tôt le matin m'a toujours procuré un sentiment de liberté, loin du brouhaha de la ville encore endormie. Je me réveille à 5h30, enfile mes baskets et pars en direction du parc de la Tête d'Or. C'est mon parcours favori, le calme,
les arbres majestueux et les sentiers sinueux me procurent une certaine sérénité. Pourtant, aujourd'hui, une étrange sensation me colle à la peau, une sorte de malaise que je n'arrive pas à sortir de mon esprit. Ça fait déjà une demi-heure que j'ai commencé à courir, lorsque je remarque un type à l'allure étrange. Il est habillé en survêtement noir, avec une capuche sur la tête. Il semble fixer quelque chose. Je ne m'en inquiète pas trop et continue ma route. Après tout, c'est une grande ville. Il y a toujours des gens bizarres. Et plus je cours, plus je me rends compte que l'homme me suit. À chaque virage, chaque bifurcation, il est là, toujours à une distance raisonnable. Mes battements de cœur s'accélèrent, pas seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de cette présence qui devient de plus en plus oppressante. J'essaie de me convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Peut-être qu'il suit simplement le même parcours que moi. À un moment donné, je décide de changer de direction brusquement, histoire de vérifier si mes soupçons sont fondés. Je m'engage dans une petite allée que je ne prends jamais habituellement. À ma grande horreur, il change de direction aussi. Je réalise alors qu'il me suit vraiment. Mon esprit commence à s'emballer. Je repense à toutes les histoires sordides de joggeuses attaquées que j'ai pu lire ou entendre. La panique monte. Je me mets à courir plus vite, espérant le semer. Mais il accélère aussi. Mes poumons brûlent, mes jambes commencent à trembler, mais je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. J'aperçois la sortie du parc au loin. Mon seul espoir est d'atteindre la rue principale, où il y a peut-être des passants, des voitures. Quelque chose, n'importe quoi, pour me protéger. Je fonce vers la sortie, les yeux rivés sur l'horizon, le souffle court. En prenant la sortie du parc, je me retourne une dernière fois. Il est là, immobile, juste à l'entrée, me fixant avec un regard noir. Il ne franchit pas la limite du parc. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je ne compte pas rester là pour le découvrir. Je me précipite vers la première boulangerie ouverte, m'abritant à l'intérieur. Je commande un café, plus pour avoir une excuse de rester là, que par réelle envie de le boire. Les minutes passent, et je reprends peu à peu mon souffle, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Je scrute la rue depuis la vitrine de la boulangerie, mais il n'y a aucun signe de l'homme en noir. Peut-être qu'il a abandonné, ou que c'était un malade mental sans réelle intention de me faire du mal. En tout cas, je ne reviendrai plus jamais courir seul à cette heure. Cette expérience m'a marqué à vie. Maintenant, à chaque fois que je sors courir, je ne peux m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule, de surveiller chaque ombre, chaque bruit suspect. La peur est devenue ma nouvelle compagne de course. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Le regard vide. Je m'appelle Adriana et je vis avec mon mari Jude à Port-au-Prince, à Haïti. Mais depuis quelques semaines, quelque chose d'étrange se passe avec mon mari. Il est devenu quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Tout a commencé il y a environ un mois, après que Jude soit revenu d'un voyage d'affaires à Jacmel. Dès son arrivée, j'ai remarqué qu'il n'était plus le même. Au début, ce n'était que des petites choses, des regards vides, des moments où il semblait absent. Mais très vite, ça a empiré. Un soir, alors que nous étions couchés, j'ai entendu des murmures. Je me suis réveillé et j'ai vu Jude assis sur le lit, ses yeux grands ouverts, fixant le mur avec une intensité terrifiante. Ses lèvres bougeaient rapidement, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Je l'ai secoué pour le réveiller, mais il ne réagissait pas, comme s'il était dans un état de transe. Le lendemain matin, il se souvenait de rien. J'ai essayé de ne pas m'inquiéter, de rationaliser tout ça. Mais les choses ont continué à se dégrader. Il a commencé à avoir des accès de colère inexplicables, à parler dans des langues que je n'avais jamais entendues. Parfois, il se tenait debout devant notre maison, fixant le ciel pendant des heures, immobile comme une statue. Un soir, je l'ai trouvé dans le salon, dessinant des symboles étranges sur le mur avec son propre sang.
J'étais terrifié. Je savais que ce n'était plus mon mari. J'ai décidé de chercher de l'aide auprès d'un Houngan, un prêtre vaudou de notre quartier. Le Houngan, après avoir écouté mon histoire, m'a dit que mon mari pourrait être possédé par un esprit maléfique. Nous avons organisé une cérémonie de purification. Le Houngan est venu chez nous avec plusieurs autres personnes, tous chantant et priant pour le libérer de cette entité. Pendant la cérémonie, Jude a crié et s'est débattu. Ses yeux étaient complètement noirs. C'était comme regarder un étranger dans le corps de mon mari. Après des heures de prière et de rituels, il s'est effondré, inconscient. Le Houngan m'a dit que l'esprit avait été chassé, mais qu'il restait des traces de son influence. Jude a commencé à aller mieux, mais il n'était toujours pas le même. Il avait des moments de lucidité, suivis de périodes de confusion. Un soir, alors que je pensais que tout allait enfin revenir à la normale, j'ai entendu un bruit sourd venant de la chambre. Je suis monté précipitamment. J'ai trouvé Jude debout sur le lit, les yeux noirs comme du charbon, me fixant avec un sourire tordu. Il a commencé à parler avec une voix qui n'était pas la sienne, me disant des choses horribles sur notre passé et notre futur. Je me suis enfui de la maison, cherchant de l'aide chez nos voisins. Quand nous sommes revenus, il était inconscient sur le sol, du sang coulant de son nez. Nous l'avons emmené à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Ils m'ont dit que c'était peut-être une forme de trouble psychologique, mais je savais que c'était bien plus que cela. Depuis, je vis dans la peur constante. Jude est toujours avec moi, mais je ne sais jamais qui il est vraiment. La nuit, je dors à peine, écoutant les bruits de la maison, craignant que l'esprit ne revienne le prendre complètement. Chaque jour, je prie pour une solution, pour retrouver l'homme que j'ai aimé et épousé. Chaque jour, je sens l'emprise de l'entité se renforcer, et je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Une nuit d'effroi. Moi, c'est Mathias. J'ai 24 ans et je vis à Buenos Aires, en Argentine. Je travaille dans une petite épicerie de quartier. Un boulot plutôt tranquille. Du moins, jusqu'à récemment. C'était une soirée comme les autres. Je finissais mon service de nuit. Il était environ 22 heures. Et j'étais seul dans le magasin à ranger les dernières commandes. Les rues étaient calmes, presque désertes. Soudain, un client est entré. Un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé, mais avec un air bizarre, un peu trop insistant. Au début, je m'en suis pas trop inquiété. Il a pris quelques articles et s'est dirigé vers la caisse. Mais quand je me suis approché pour encaisser, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il m'a fixé droit dans les yeux. Son regard était glacial, presque inhumain. J'ai essayé de rester professionnel, mais l'inquiétude montait en moi. Il a commencé à poser des questions personnelles et à dire des trucs sur ma vie que personne d'autre ne pouvait savoir. C'était comme s'il connaissait tout de moi, de ma famille et de mes amis. J'ai essayé de garder mon calme, mais plus il parlait, plus son ton devenait menaçant. Puis, sans prévenir, il a sorti un couteau. Mon cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Il m'a ordonné de lui donner tout l'argent de la caisse. Terrifié, je lui obéis. Mais même après avoir pris l'argent, il ne partait pas. Il continuait de me fixer, comme s'il jouissait de ma peur. Soudain, il m'a attrapé par le col et m'a entraîné vers l'arrière du magasin. Je me débattais, mais il était bien plus fort que moi. Il m'a jeté dans la réserve, fermant la porte derrière lui. Je pouvais entendre sa respiration saccadée, sentir son excitation. J'étais piégé, sans issue. Pendant des minutes interminables, il m'a interrogé, me menaçant de son couteau. Chaque fois que je pensais qu'il allait m'attaquer, il reculait, savourant ma terreur. Finalement, il a éclaté de rire. Un rire froid et cruel. Et a disparu aussi vite qu'il était apparu. Je suis resté là, tremblant, incapable de bouger. Quand je me suis enfin ressaisi, j'ai appelé la police. Mais il était déjà trop tard. L'homme avait disparu, ne laissant aucune trace. Depuis cette nuit-là, je vis dans la peur constante qu'il revienne. Son visage, son regard, son rire, ça me hante. Les jours suivants, je me sentais toujours en état de choc.
Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais je n'ai pas pu leur parler de ce qui s'était passé. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage, et je sentais la froideur de son couteau contre ma peau. Un soir, environ une semaine après l'incident, alors que je sortais de l'épicerie après une autre nuit de travail, j'ai senti une présence derrière moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai accéléré le pas, mais la présence semblait se rapprocher. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi, et j'ai vu une silhouette ressemblant étrangement à l'homme qui m'avait attaqué. Je me suis mis à courir, mais la silhouette me suivait. J'ai atteint ma voiture et me suis enfermé à l'intérieur, respirant difficilement. Quand j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. J'étais en sueur, mes mains tremblaient et je me sentais observé. Je commençais à penser que j'avais peut-être tout imaginé et que je devenais fou. Mais un soir, j'ai décidé de rester éveillé pour surveiller la maison. Armé d'une batte de baseball, je me suis assis dans le salon, tous les sens en alerte. Aux alentours de 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine. J'ai avancé doucement, retenant ma respiration, et j'ai vu une ombre se déplacer près de la fenêtre. Soudain, la fenêtre s'est ouverte, et l'homme est entré, son couteau brillant à la lueur de la lune. Je me suis figé, incapable de bouger ou de crier. Il s'est approché lentement, savourant chaque instant de ma terreur. Juste au moment où il levait son couteau, j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai frappé avec la patte de baseball. Il a vacillé, mais ne s'est pas écroulé. Un combat acharné s'en est suivi. Nous avons renversé des meubles, cassé des objets. Je sentais la force de sa folie dans chaque coup. À un moment, j'ai réussi à lui arracher le couteau des mains et, dans un acte désespéré, je l'ai planté dans son bras. Il a poussé un cri de douleur et a reculé, les yeux remplis de haine. Profitant de cet instant, j'ai couru vers la porte d'entrée et me suis précipité dehors, criant à l'aide. Mes voisins sont sortis et ont appelé la police. L'homme a pris la fuite avant que les autorités n'arrivent, laissant derrière lui une traînée de sang. Les policiers ont pris ma déposition et ont promis de patrouiller plus souvent dans le quartier. Mais je savais qu'il reviendrait. Il avait goûté à ma peur, et cela semblait l'exciter. Chaque nuit, je restais éveillé, la batte de baseball à mes côtés, prêt à défendre ma vie. Un mois plus tard, ils ont arrêté un homme correspondant à la description. Il errait dans un autre quartier, harcelant des passants. Mais même avec lui en prison, je ne me sentais pas en sécurité. L'angoisse de cette nuit-là a laissé une marque indélébile sur moi. Je continue de travailler à l'épicerie, mais je ne suis plus jamais seul la nuit. Chaque fois que je vois un client entrer, je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de peur, craignant qu'un autre fou ne surgisse de l'ombre. Le passé ne meurt jamais. Je m'appelle Brody, j'ai 26 ans et je suis actuellement en plein cœur du Maine aux États-Unis. Je pensais que passer quelques jours dans un gîte pittoresque au milieu de nulle part serait le moyen idéal pour décompresser après une rupture difficile. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point j'avais tort. Tout a commencé le jour où j'ai décidé de réserver ce gîte, recommandé par une connaissance sur un forum de voyage. Les photos montraient une charmante petite maison en bois, entourée de forêts denses et de sentiers de randonnée. L'endroit parfait pour se ressourcer. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une étrange sensation de malaise, comme si quelque chose n'allait pas. La maison était beaucoup plus vieille que sur les photos, avec une aura presque oppressante. En dépit de cela, je me suis convaincu que ce n'était que le stress du voyage et la fatigue accumulée. Le premier soir, alors que je déballais mes affaires, j'ai entendu des bruits de pas provenant de l'étage supérieur. Mon esprit rationnel a d'abord pensé à des animaux dans le grenier. Je suis monté vérifier, mais tout semblait en ordre, pas la moindre trace d'intrusion animale. Juste une poussière épaisse et un silence pesant. Les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres la deuxième nuit. Je me suis réveillé en sursaut, baigné de sueur froide, persuadé que quelque chose m'observait. En allumant la lampe de chevet, j'ai aperçu une silhouette sombre au bout du couloir. Elle ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit. Mon cœur battait à chamade. Je me suis levé lentement, mais la silhouette a disparu dès que j'ai fait un pas vers elle. Incapable de dormir, j'ai passé le reste de la nuit à lire des vieux livres trouvés dans la bibliothèque du salon.
Ces livres semblaient appartenir à un autre temps, avec des annotations dans une écriture ancienne et presque illisible. L'un des livres parlait des légendes locales et des histoires de fantômes qui hantaient la région depuis des siècles. J'ai découvert que le gîte avait autrefois été la maison d'un homme, accusé de sorcellerie au XVIIe siècle. Il avait été exécuté dans des circonstances mystérieuses, et depuis, son esprit entrait les lieux. Les nuits suivantes ont été de pire en pire. Des objets bougeaient sans raison apparente, des portes se fermaient violemment, et des murmures incompréhensibles résonnaient dans toute la maison. J'ai essayé de rationaliser ces événements, me disant que c'était que le fruit de mon imagination. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de surnaturel se passait. Une nuit, alors que je somnolais sur le canapé du salon, j'ai ressenti une pression sur ma poitrine, comme si quelqu'un s'asseyait sur moi. Incapable de bouger ou de crier, j'ai vu une ombre noire se pencher sur moi, son visage indiscernable mais terrifiant. La pression est devenue insupportable, et au moment où j'ai cru que j'allais perdre connaissance, tout s'est arrêté. L'ombre avait disparu. Terrifié, j'ai décidé de quitter le gîte au petit matin. Mais en sortant de la maison, j'ai trouvé ma voiture inondée d'eau, comme si elle avait été plongée dans un lac. Impossible de démarrer. J'ai dû marcher des kilomètres pour atteindre le village le plus proche. En racontant mon histoire aux habitants, j'ai vu leur visage se fermer, comme s'ils savaient, mais ne voulaient pas en parler. Un vieil homme m'a pris à part et m'a dit « Tu n'es pas le premier à vivre ça, et tu ne seras pas le dernier. Le passé ne meurt jamais vraiment. » Depuis, je ne peux m'empêcher de penser à ce gîte et à ce que j'y ai vécu. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette ombre et ressens cette pression oppressante sur ma poitrine. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.